Bonjour et bienvenue sur la chaîne Économétrie pas à pas dans la 16e vidéo consacrée toujours à l'étude de modèles linéaires simples. Dans la précédente vidéo justement, je vous ai présenté la méthode d'estimation des paramètres de modèles linéaires simples, notamment la méthode des moindres carrés ordinaires. Dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous présenter, une fois l'estimation des paramètres effectuée, comment interpréter les coefficients qu'on obtient. Donc, comme je disais dans la précédente vidéo, il ne s'agit pas en économétrie de tout simplement d'estimer les paramètres, mais il s'agit aussi de donner un sens, ne serait-ce économique, aux paramètres qu'on obtient. Donc, d'où la nécessité de faire une vidéo consacrée à l'interprétation des coefficients estimés. Sans plus tarder, commençons directement la vidéo. Maintenant, qu'est-ce que c'est que interpréter? Donc, interpréter les coefficients d'un modèle, ça consiste tout simplement à donner un sens, c'est-à-dire une signification économique aux paramètres qu'on obtient. Donc, on part du modèle, le modèle estimé par exemple, dans ce modèle, yi égale bêta 0 plus bêta 1 xi plus epsilon i. Donc on sait maintenant ce que c'est que bêta 0. C'est la constante de régression qu'on a estimée dont je vous ai montré la méthode d'estimation dans la vidéo précédente. Bêta 1 également. Pour rappel, bêta 0, c'est y bar, c'est-à-dire la moyenne de y, moins bêta 1 chapeau fois xi, où xi ici est la variable explicative ou la variable indépendante, yi est la variable expliquée ou la variable dépendante, epsilon i étant le terme d'erreur. Maintenant, comment interpréter bêta 0 et bêta 1, c'est toute la question dans cette vidéo. Donc, comme je disais, interpréter, c'est donner un sens économique, une signification économique, aussi bien à bêta 1 qu'à bêta 0. Donc, pour ça, je vais vous présenter, pour fournir les estimations, donc je vais vous présenter plusieurs cas de modèles en fait. Toujours le modèle, il s'agit du modèle linéaire simple. Pour rappel, le modèle linéaire simple, c'est l'étude de la relation économique ou économétrique entre deux variables. Entre deux variables, une explicative et une expliquée. Voilà, donc, mais il y a plusieurs formations, plusieurs spécifications, plusieurs formalisations, justement, d'un modèle linéaire simple. Et l'interprétation des coefficients estimés dépend de la formalisation retenue. Donc, je vais vous présenter au moins 5 à 6 cas de spécification de modèle. Maintenant, s'agissant de l'interprétation du coefficient bêta 0. Pardon. Soit on considère ce modèle, c'est toujours le cadre, le modèle du cadre de base, hein, c'est yi égale bêta 0 plus bêta 1 fois xi plus epsilon i. Donc on va s'intéresser à bêta 0, pardon. Bêta 0 ici, comme vous pouvez le remarquer, bêta 0 c'est la constante de régression qui ne dépend pas de xi du coup. Donc qui ne mesure pas la relation directe entre xi et yi. Donc, qui est en fait un paramètre autonome. C'est pour ça que je commence l'interprétation du modèle par ce paramètre. Il faut savoir qu'on peut, en économétrie, il arrive d'estimer des modèles sans constante, mais c'est toujours, mais ça a un objectif que l'on garde la constante de régression dans le modèle ou que l'on ne garde pas. Ça a un objectif, voilà, si on considère que bêta 0 égale 0, dans une relation économique par exemple, voilà, ça veut dire que ce modèle, bah, on peut ignorer la constante dans la régression. Ça arrive fréquemment, mais dans le cadre standard, la constante de régression figure toujours parmi les paramètres du modèle. Et quand le paramètre existe dans le modèle, il faut savoir donner un sens économique à sa valeur. Maintenant, je rappelle, bêta 0, c'est la constante de régression. Quelle interprétation peut-on donner, voilà, à ce paramètre? Premièrement, c'est le niveau. Il faut savoir que c'est le niveau moyen de la variable y après avoir pris en compte l'effet de la variable x.
Je répète, le niveau moyen de la variable y après avoir pris en compte l'effet de la variable x. C'est quand on calcule la moyenne de y, c'est la moyenne brute. Mais une fois qu'on prend en compte l'effet des variables explicatives et qu'on calcule ensuite la moyenne certains peuvent appeler la moyenne conditionnelle. C'est la moyenne conditionnelle de y, sachant xi en fait. Donc c'est la moyenne apurée en fait. C'est pas la moyenne brute. C'est la moyenne brute se calcule comme ça. Voilà, sans prendre en compte aucun facteur, on obtient une moyenne brute. Mais lorsqu'on tient en compte des facteurs explicatifs et qu'on recalcule la moyenne de yi, alors c'est le niveau moyen apuré de y. C'est la première interprétation qu'on peut donner au coefficient bêta 0 chapeau, ou bêta 0 en elle-même d'ailleurs, parce que bêta 0 chapeau c'est la valeur estimée, mais en théorie, parce que voilà, nous sommes dans l'estimation. Les valeurs théoriques existent, on appelle souvent les vraies valeurs. Les vraies valeurs existent, mais on n'a souvent pas la possibilité de les observer. C'est pour ça qu'on procède par estimation. Donc, quand on met chapeau, c'est la valeur estimée. Donc, ici, bêta 0 chapeau, c'est le niveau moyen estimé de la variable y après avoir pris en compte l'effet de la variable x sur la variable y. Voilà, c'est la première interprétation. Mais il y a d'autres interprétations, notamment quand je marque ici que, étant donné que bêta 0 n'est pas associé à une variable explicative, sa signification réelle dépendra du contexte de l'étude. Ça c'est extrêmement important de le savoir. C'est-à-dire que la signification de bêta 0 peut varier d'une étude à l'autre. Ça dépend vraiment du contexte, le contexte d'étude dans lequel vous êtes. J'ai dit que c'est le niveau moyen de la variable y après avoir pris en compte l'effet de la variable x. Ça, c'est standard. C'est valable quel que soit le contexte. Mais si yi, par exemple, est une variable binaire et qu'on estime un modèle linéaire sur une variable, bêta 0 ne peut pas être une moyenne, en fait. Voilà. Mais lorsque yi, on va encore rappeler quelque chose. Par définition, le modèle linéaire simple est estimé dans les cas où la variable yi est une variable quantitative en fait. Voilà. Et xi peut être n'importe quel type de variable, mais yi est supposé être une variable quantitative. Pour savoir la différence entre variable quantitative, variable qualitative, variable quantitative continue, discrète, etc., je vous renvoie à certaines, je pense à la vidéo 2 ou vidéo 3, que j'ai présenté sur les différents types de variables je pense que là, c'est la vidéo 2, en fait, les différents types de variables en économétrie, pour faire la distinction entre les différentes catégories de variables, les différentes natures de variables que l'on utilise en économétrie. Donc, je vous recommande vivement de voir la vidéo 2, dont le chapitre est consacré aux notions statistiques de base en économétrie. Donc, en revenant justement à l'interprétation de bêta 0, je disais que la signification dépend du contexte d'étude. Je vais prendre un contexte spécifique, par exemple, si le contexte de l'étude de la consommation keynésienne, par exemple, c'est la fonction de consommation keynésienne que l'on étudie en licence première année, je crois. D'ailleurs, on commence à étudier les fonctions keynésiennes, les fonctions keynésiennes de consommation. Et la théorie keynésienne de consommation dit que la consommation dépend du revenu et d'une partie incompressible. Voilà. Donc, si je spécifie cette relation sous forme d'un modèle linéaire simple, je peux prendre cette spécification, par exemple, qui est à l'écran, c'est-à-dire CI égale bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau plus RI plus epsilon I, où ici CI, ça représente le niveau de la consommation d'un individu. Bêta 0, c'est la constante de régression à laquelle je vais donner un sens économique tout à l'heure. Et bêta 1 chapeau, c'est un coefficient qui lie RI, qui est en fait le revenu, et CI,
la consommation. Donc, on va dire que epsilon i, c'est la part de la consommation due à l'aléa. En fait, voilà, la consommation peut être variable d'un instant à l'autre à cause des imprévus, soit à la baisse, soit à la hausse. Donc, si on se focalise sur les deux premières composantes, bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau RI, on retombe sur la fonction de consommation keynésienne statistique, en fait. Donc, puisque l'interprétation, c'est bêta 0, dans ce contexte, bêta 0 représente tout simplement la consommation incompressible. Vous avez dû voir l'équation keynésienne qui dit que C égale C0 plus la proportion marginale à consommer fois le revenu. Le C0, c'est égal ici à bêta 0 en fait. Donc si vous êtes dans le contexte de l'étude de la consommation keynésienne et que vous estimez un modèle dans lequel vous mettez en relation la consommation avec le revenu des individus, la constante bêta 0 que vous allez retrouver, ça correspond à la consommation incompressible. Et ça correspond aussi à la définition que j'ai donnée tout à l'heure en disant que c'est le niveau moyen de la variable yi après avoir pris en compte l'effet de la variable xi. Donc ici, la consommation incompressible, c'est la part de la consommation qui n'est pas due qui n'est pas affectée par le revenu. Donc voilà, je ne sais pas si on est en phase. Voilà, vous me suivez en fait dans cette interprétation. Dans la plupart des cas, voilà, des études pratiques d'ailleurs, on ne s'intéresse pas forcément à la signification de bêta 0, hein, mais dans le cas où sa signification est économiquement importante, telle que dans le cadre de la consommation keynésienne, si vous estimez une équation keynésienne, une équation keynésienne de la consommation, alors le coefficient de régression ou la constante de régression que vous obtiendrez, ça s'appelle consommation incompressible. Voilà. Et bon, prenez d'autres cas de modèles linéaires simples où vous pouvez donner un sens économique à bêta 0. Voilà. Maintenant, ici, bon, c'est ce que je viens de dire. Hein. Donc, bêta 0, c'est une estimation de la consommation incompressible, tout simplement. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, en résumé, le coefficient bêta 0, ça représente le niveau moyen de la variable y après avoir pris en compte les autres facteurs d'influence représentés par la variable x. C'est la définition standard universelle de bêta 0 que vous pouvez adapter maintenant suivant le contexte d'étude. Maintenant, l'interprétation de bêta 0 n'est pas vraiment le centre de l'analyse du modèle linéaire simple. Mais c'était important, et ce qui va nous intéresser le plus, c'est l'interprétation de bêta 1, puisqu'il mesure la relation directe entre xi et yi, qui sont nos deux variables économiques d'intérêt, puisque l'économétrie, je le rappelle, c'est toujours l'étude de la relation entre des variables économiques, et le coefficient qui mesure ici la relation entre x et yi, xi et yi, c'est bêta 1, d'où l'importance pour nous de nous focaliser plus sur son interprétation. Et c'est là que je vais vous présenter quelques scénarios du coup qui distinguent l'interprétation. Voilà. Donc on reprend le modèle initial. On dit que yi égale bêta 0 plus bêta 1 chapeau fois xi plus epsilon i. Donc sur le plan statistique, on commence par le sens d'abord de bêta 1. Statistiquement, bêta 1 mesure le degré d'association entre la variable x et la variable y. C'est de façon mathématique, c'est dans quelle mesure xi et yi sont liés en fait, que ce soit statistique ou mathématique. C'est le coefficient dans une relation, dans une fonction linéaire par exemple, on dit c'est le coefficient directeur en fait. C'est le coefficient, j'ai dit y égale ax plus b. C'est le a, c'est le a en fait, c'est le coefficient qui peut avoir n'importe quel, ça peut être positif, négatif, etc. Mathématiquement, c'est le degré d'association entre les deux variables, mais ça ne nous dit rien pour le moment sur le sens économique. Bon, c'est ce qu'on va essayer de faire dès maintenant. Et encore une fois, je rappelle ici que le sens économique va dépendre non seulement de la nature des deux variables, c'est pour ça que la nature des variables vont entrer en ligne de compte, soit que la variable x soit quantitative, qu'il soit mesuré en
en niveau ou en logarithmique. Voilà. Et donc, l'échelle de mesure des variables, que ce soit mesuré numériquement, directement comme ça, ou que ce soit en logarithme, que ce soit en exponentiel, etc., etc., tout ça va avoir un impact sur comment interpréter bêta 1. Donc, encore une fois, sur la nature des variables qualitatives ou quantitatives, je vous renvoie à la vidéo 2 sur les types de variables qu'on rencontre en économétrie. Maintenant, je dis que j'ai présenté 5 cas. Je vais passer au premier cas directement. Le premier cas, c'est que la variable x est quantitative continue, mesurée en niveau. Quand je dis une variable mesurée à niveau, c'est une variable mesurée directement en fait. Quand je mesure le poids des individus, je le mesure en kilogrammes. Voilà, ça s'appelle mesure à niveau. Mais quand, après avoir calculé le poids en kilogrammes, je prends les logs des poids, et je ne suis plus en niveau, mais je suis en log en fait. Donc, ou bien si je prends l'exponentielle des poids, je ne suis plus en niveau, je suis en exponentielle. Donc, mesure à niveau, c'est la mesure normale. Pardon, donc... variable quantitative continue, je suppose qu'à ce stade, vous savez faire la différence entre une variable quantitative discrète, une variable quantitative continue, etc., etc. Sinon, je vous renvoie à la vidéo de la chaîne. Voilà. Et la variable y est mesurée à niveau. C'est ce que je disais tout à l'heure, bien avant. C'est-à-dire que la variable, nous sommes dans le cadre d'un modèle linéaire simple dans lequel la variable y est toujours considérée comme quantitative continue. Pardon, quantitative continue mesurée à niveau. En fait, ici, je prends le cas où x est quantitative continue, y est quantitative continue, les deux sont mesurés à niveau et le modèle se présente comme ceci. Lorsque le modèle c'est bêta 0 fois, c'est le modèle de base, quoi, c'est le modèle qu'on a estimé tout à l'heure. Donc, comment va être interprété bêta 1 dans ce cadre? C'est tout simplement le coefficient bêta 1 signifie effet partiel de la variable x sur la variable y. Voilà, quand vous entendez effet partiel, c'est que xi est mesuré directement sans transformation logarithmique ni exponentielle, yi aussi est mesuré directement sans transformation logarithmique ou exponentielle. Par exemple, vous mesurez le poids, vous mesurez le PIB, etc. La mesure que vous obtenez de l'observation, c'est ça qu'on appelle la mesure en niveau. Et ce soit continu également. Donc, quand vous estimez un modèle comme ça, alors bêta 1 s'appelle effet partiel de xy et de xi sur y. Et comment ça s'interprète? Du coup, l'effet partiel mesure la variation absolue de la variable y suite à la variation de la variable x d'une unité. Je répète, l'effet partiel représente de combien varie en absolu yi lorsque la variable x varie d'une unité. Je prends le cas de plus simple, de combien va varier ma note lorsque je mesure la relation, par exemple, je mesure la relation entre le nombre d'heures de révision en économétrie et la note que je vais obtenir. Voilà, donc le nombre d'heures de révision c'est xi et yi je suppose que c'est la note que je vais obtenir en examen d'économétrie. Donc quand je vais obtenir bêta 1 chapeau, c'est de combien va varier ma note en économétrie lorsque je fais 1 heure de révision en économétrie. Donc 1 heure de plus. Donc chaque 1 heure produit combien de variations de ma note. Voilà. Si j'ai 0,2, ça veut dire que chaque fois que si bêta 1 chapeau égale 0,2, ça veut dire que chaque heure de révision me permet d'obtenir 0,2 me fait varier ma note d'économétrie de 0, ma note d'économétrie augmente de 0,2. Si le coefficient est positif, bien sûr. Quand le coefficient est négatif, ça dépend aussi de contexte. Il faut savoir interpréter en fonction du signe de bêta 1 également. Mais c'est une variation, soit une variation à la hausse ou une variation à la baisse. Voilà. Donc l'effet partiel se mesure comme ça. Variation de yi suite à la variation de... Donc c'est le delta en fait. De combien varie xi lorsque le delta xi est égal à 1. Je ne sais pas si... voilà, justement, je parlais de signe de bêta 1. Lorsque bêta 1
chapeau est supérieur à 0, cela signifie que la variable y augmente de l'ordre de bêta 1 lorsque x augmente d'une unité. Par contre, lorsque bêta 1 chapeau est inférieur à 0, signifie que la variable y diminue de bêta 1 chapeau lorsque la variable x augmente d'une unité. X augmente toujours en fait. Il faut faire la variation de x. Mais si bêta 1 est négative, ça veut dire que y diminue. Et quand bêta est positif, ça veut dire que y augmente en fait. Dans le cadre, quand je prends un exemple improvisé comme ça de relation négative entre une variable x et une variable y, par exemple, la relation entre le taux d'inflation et le chômage, par exemple, d'après la courbe de Phillips. En théorie, lorsque je vais estimer la courbe de Phillips par une relation économétrique en utilisant le modèle linéaire simple, lorsque je vais trouver bêta 1 qui est égal à, on va dire, à moins 0,5, ça veut dire que quand le taux d'inflation va augmenter, le chômage va baisser en fait. Donc ça veut dire qu'il y a une relation négative entre les deux variables. Encore une fois, pour être centré et succinct, bêta 1 mesure de combien varie y lorsque xi varie d'une unité. Et quand bêta est positif, ça veut dire de combien augmente yi lorsque xi augmente d'une unité. Et quand bêta un chapeau est négatif, ça veut dire de combien baisse yi lorsque xi augmente d'une unité. Donc, et bêta un chapeau, dans ce contexte, ce cas en bêta un chapeau est appelé effet partiel. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo et je reviendrai pour donner plus de détails sur les explications si jamais ça ne vous paraît pas très clair. Voilà. Et donc, je prends un exemple, la puissance. Si bêta égale 0,7, je pense que j'ai suffisamment expliqué ce point, donc c'est pas la peine que je m'attarde encore un peu plus là-dessus, mais bêta égale 0,7 signifie que la variable y augmente de 0,7 lorsque x augmente de 1. Et bêta un chapeau égale moins 0,7 signifie que la variable y diminue de 0,7 lorsque la variable x augmente de 1. Voilà, je pense que on a fait le tour par rapport à l'interprétation de bêta 1 dans le cas 1 justement. Variable x quantitative continue, variable y par définition quantitative continue ou discrète en fait, mais quantitative en tout cas. Voilà, on passe au cas 2. Dans le cas 2, la variable x est quantitative continue mesurée en logarithme. Voilà, on a changé d'échelle de mesure de la variable x. Par contre, la variable y et la variable y aussi est mesurée en logarithme, donc il y a un changement. Donc x en logarithme, y en logarithme, les deux sont quantitatives. Et le modèle va se présenter comme ceci. Log de yi égale bêta 0 plus bêta 1 fois log de xi plus epsilon i. Je vous rappelle que les logarithmes sont très souvent utilisés en économétrie en fait. Par exemple, quand vous utilisez les études sur la population, par exemple, vous mettez la population avec le PIB. Et souvent, les PIB sont mesurés en milliards, les populations aussi sont mesurées en millions, etc., etc. Mettre ces variables souvent en rapport dans un modèle économétrique. Ouais, par exemple, vous mettez la population qui est en millions. Je change d'exemple pour être très concret. Voilà. Donc la population est en millions et le PIB aussi est en milliards ou en millions. Quand comme on était dans le cas 1 tout à l'heure, quand vous mesurez bêta 1 dans le cas 1, vous allez vous retrouver avec des échelles de mesure très grandes. C'est pour ça que parfois, on préfère utiliser des logarithmes en fait, pour diminuer l'échelle de mesure, pour revenir vous savez que le logarithme, ça diminue vraiment, voilà, ça garde des bonnes propriétés mathématiques sans changer véritablement le cadre de l'étude. Donc, lorsque vous travaillez en logarithmique, et faites attention à l'interprétation, justement, vous n'allez plus interpréter les coefficients comme si vous étiez en niveau. Maintenant, dans le cas 2, le coefficient bêta, que va signifier le coefficient bêta 1?
En fait, le coefficient bêta 1 va signifier tout simplement élasticité. On était tout à l'heure dans le cas 1 dans effet partiel, mais dans le cas 2, on passe à l'élasticité. Voilà, c'est l'élasticité de la variable y par rapport à la variable x. Vous avez entendu parler de la notion d'élasticité, par exemple en microéconomie, l'élasticité prix, etc., etc. C'est des variations de logarithmique. Voilà. Et donc, dans le cadre économétrique ici, variable x en log, variable y en log, bêta 1 est appelée élasticité. Mais que signifie réellement élasticité, C'est la variation en point de pourcentage de la variable y suite à la variation de la variable x de 1%. C'est-à-dire de combien va varier yi en pourcentage lorsque xi varie de 1%. Si bêta 1 est positif, ça veut dire que y augmente en pourcentage, en pourcentage de cette valeur. Et quand bêta 1 est négatif, ça veut dire que yi est diminué en fait. Donc justement l'interprétation doit tenir compte chaque fois du signe. Le signe signifie baisse de y et le signe négatif signifie baisse de y et le signe positif signifie augmentation. Maintenant que cette augmentation peut être en pourcentage ou en variation absolue, dans le cadre de l'élasticité, c'est une variation en pourcentage. Lorsque x varie de 1%, dans le cadre de l'effet partiel, rappelez-vous, c'était varie d'une unité. Maintenant, varie de 1%. La différence est importante. Voilà, maintenant, l'élasticité, voilà, ça mesure, c'est bêta 1, vous pouvez vérifier ça tout simplement, hein, c'est variation de log de yi sur variation de log de xi, c'est sensiblement égal à la variation de log en fait. Ça, c'est des expressions mathématiques. Voilà, il suffit simplement de dériver et vous trouvez bêta 1 en fait. Donc, c'est pour montrer que c'est des élasticités. Voilà, et quand bêta 0 est supérieur à 0, cela signifie que la variable y augmente de bêta 1% lorsque x augmente de 1%, et quand c'est négatif, y diminue de bêta 1% lorsque la variable x augmente de 1%. Exemple, si je trouve bêta 1 chapeau égale 5, dans ce cadre d'étude, ça signifie que la variable y augmente de 5% lorsque la variable x augmente de 1%. Voilà. Par exemple, je vais dire par exemple que lorsqu'il s'agit de la population et de PIB, lorsque la population augmente de 1%, est-ce que le PIB augmente de 5%? Voilà, ça peut être le PIB, ça peut être n'importe quelle valeur, hein, qui ont une relation directe avec la population, par exemple, etc., etc. Mais ça, j'exagère ici en mettant 5%, en prenant le cas du PIB, par exemple. Mais voilà. C'est juste un exemple, voilà. Donc, mais ce qui compte, c'est l'interprétation. Et quand vous écrivez des mémoires, vous écrivez des articles, etc., etc., j'insiste sur ça parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de faire une estimation économétrique. Il s'agit d'estimer économétriquement, après avoir obtenu tous ces chiffres, etc., de sortir de l'économétrie, de la statistique, des mathématiques, pour revenir à l'économie et de donner un sens économique et d'interpréter. C'est ça en fait un bon économètre. C'est pas celui qui sait manipuler les chiffres, qui sait faire les dérivés, etc., etc. C'est celui qui, une fois qu'il a obtenu les chiffres, qui sait maintenant mettre en valeur ces chiffres et les interpréter économiquement. Voilà. Donc une fois que vous aurez écrit votre article, vous aurez écrit votre mémoire, etc., etc., comment vous interprétez vos chiffres pour donner de la valeur à ce que ça peut être un service économique aussi. Hein, voilà. Quand vous faites des études économiques dans votre cabinet d'études, comment vous interprétez vos chiffres, etc., comment vous les mettez en valeur. Ce cours, en fait, vous sert un peu à avoir ces bases, en fait. Il ne s'agit pas, non, le PIB a augmenté de 5%, etc., mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie, etc. Interpréter. C'est pour ça qu'on dit qu'en économétrie, il y a la notion d'interpréter qui est important. Il y a la notion de commenter aussi. Commenter un chiffre et interpréter un chiffre, c'est pas la même chose. Donc, un bon économètre statisticien doit pouvoir commenter et interpréter les chiffres qu'il obtient. Ou un bon économètre ou statisticien, justement.
Voilà. Donc, bêta est négatif dans le cadre de logarithmique, c'est que la variable y diminue de 5% lorsque la variable x augmente de 1%. Passons au cas 3. Dans le cas 3, la variable x est quantitative continue mesurée en logarithmique et la variable y est mesurée en niveau. Maintenant, au lieu que les deux variables soient mesurées en niveau, bah, yi est mesuré en niveau et xi est mesuré en logarithmique. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Bah, dans ce cadre, ce cadre s'appelle semi-élasticité. On était dans l'élasticité totale tout à l'heure, mais ici, c'est ou élasticité complète, mais ici c'est l'élasticité partielle ou semi-élasticité. Donc la semi-élasticité en X, ça peut être en Y comme tout à l'heure je vais vous montrer, mais c'est la semi-élasticité en X de la variable Y par rapport à X. Cela signifie que la semi-élasticité en X, ça mesure justement la variation absolue, cette fois de la variable Y, lorsque la variable x varie d'une unité, de 1%, pardon. C'est-à-dire, x varie en pourcentage, mais son impact est mesuré sur yi en termes absolus, en termes de variation absolue. Je prenais le cas de la population tout à l'heure. Vous mettez la population qui est mesurée en millions, par exemple. Voilà, la population est mesurée en millions d'individus et le taux d'inflation est mesuré en pourcentage. Le taux d'inflation est mesuré en pourcentage. Ou je prends un autre voilà, une variable qui est mesurée à un niveau très faible, c'est-à-dire on peut pas mettre une échelle de millions en relation avec une échelle de 0, quelque chose, ça n'aura pas voilà, les échelles de mesure ne sont pas en cohérence. C'est pour ça que le logarithme est parfois utilisé en fait. Donc quand on utilise la population en logarithme et le taux de croissance du PIB par exemple en niveau, ça peut être l'élasticité. Mais le choix de la modélisation, le choix du scénario dépend de vous en fait, très concrètement. C'est vous qui choisissez la meilleure spécification. C'est pour ça que j'ai fait dans la vidéo 14 un cours dédié sur la spécification du modèle. Mais vous avez le choix d'utiliser quel modèle vous préférez à condition que l'interprétation que vous en faites derrière corresponde à ce que les chiffres effectivement veulent considérer. Quand vous mettez une variable en log et une autre variable en niveau, le coefficient que vous obtenez, vous ne pouvez pas le mesurer comme étant un effet partiel. C'est faux en fait. C'est pas vrai. Donc si les variables sont en niveau, vous pouvez parler d'effet partiel, mais quand il faut tenir compte, là j'insiste là-dessus, il faut tenir compte de l'échelle de mesure et la nature de la variable pour interpréter vos coefficients. C'est vraiment le message que je passe dans cette vidéo. En vous donnant des exemples à l'appui, bien entendu, pour vous donner des arguments. Maintenant, la semi-élasticité, c'est une formule mathématique simple. Vous faites varier, c'est la dérivée de yi par rapport à la dérivée de log de xi, et ça donne ceci. Et si bêta 0, toujours on tient compte du signe, bêta 1, chapeau supérieur à 0, signifie que la variable y augmente de bêta 1 unité lorsque x augmente de 1%. À l'inverse, bêta 1 chapeau inférieur à 0 signifie que la variable y diminue de bêta 1 unité lorsque la variable x augmente de 1%. Voilà, donc j'espère que cette explication vous éclaircit un peu plus sur comment interpréter les coefficients que vous obtenez dans vos estimations. Et d'ailleurs, on n'est pas encore à ce stade parce qu'il y a le modèle linéaire multiple qu'on va étudier plus tard, mais vous pouvez avoir plusieurs variables explicatives dans un modèle. Certains sont mesurés en niveau, d'autres en logarithme. C'est ça qui arrive d'ailleurs généralement dans les articles, dans les rapports d'études économiques, dans les mémoires, etc. Vous avez un modèle complexe dans lequel il y a plusieurs variables explicatives. Certains sont mesurés en logarithme, d'autres en niveau, d'autres en exponentielle, etc., etc. Il faut savoir interpréter chaque coefficient associé à chaque variable selon ce qu'on est en train de dire. Si une variable est mesurée en niveau et que le coefficient c'est bêta 2, et il faut l'interpréter comme un effet partiel. Par contre, si une autre variable est mesurée en logarithmique, il faudrait interpréter ce coefficient
comme étant une semi-élasticité. Donc, on peut combiner tous ces effets dans le même modèle à condition de les interpréter comme il faut. Voilà. Et donc, voilà. Ça, c'est le cas 3 sans plus tarder sur ces exemples que vous pouvez deviner, en tout cas interpréter par vous-même avec des valeurs concrètes. Maintenant, le cas 4, en fait, toujours la variable x est quantitative continue, mesurée en niveau, mais la variable y est mesurée en logarithmique. En fait, c'est le changement par rapport au cas précédent. En fait, c'est y est en logarithmique, hein, et xi est en niveau. Bah, c'est encore la semi-élasticité, mais dans le sens inverse. C'est la semi-élasticité en y. Donc, cette fois, c'est la variation absolue de xi en unité, mais c'est y qui varie en pourcentage. Voilà. Tant que la variable est en logarithmique, sa variation, c'est en pourcentage et pas en niveau. Quand la variable n'est pas en logarithmique, c'est la variation absolue. Mais à condition que la variable soit quantitative, que ce soit quantitative, continue ou discrète, maintenant, ça c'est une autre. Mais à condition que la variable soit quantitative. Lorsque la variable est discrète, on verra tout à l'heure, c'est le dernier cas d'ailleurs. Donc, on va se focaliser sur le cas 4 d'abord. Dans ce cas, c'est semi-élasticité en Y qui mesure la variation de la variable Y en point de pourcentage lorsque la variable X varie d'une unité. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous cette explication et que on tient compte bien entendu du signe de bêta 1 toujours. Et quand je prends un exemple, bêta 1 chapeau égale 3,5 par exemple dans ce scénario-là, le scénario 4, cela signifie que la variable Y augmente de 3,5% lorsque X varie d'une unité. L'unité en fait ici, je n'ai pas parlé, mais l'unité, ça peut être, si vous mesurez en population, l'unité, c'est le nombre de personnes. Si vous mesurez le PIB, ça peut être en dollars, en euros, en n'importe quelle monnaie d'évaluation. Ah, l'unité de mesure, en fait. Si c'est les poids, bah, l'unité de mesure, c'est en kilogramme. Si c'est la taille, en centimètres. Donc, quand on dit, c'est pour ça que la mesure en niveau garde l'unité de mesure de base. C'est la mesure en niveau. Mais le logarithmique n'a pas d'unité de mesure. C'est l'unité de mesure des logarithmes, c'est le pourcentage. Voilà. C'est pour ça qu'on interprète les logs en pourcent et les variables en niveau en unité de mesure qui a servi à relever justement la variable étudiée. Donc ici, bêta 1 égale moins 3,5 signifie également que Y diminue de moins 3,5% lorsque la variable X augmente d'une unité de mesure. Voilà, j'aurais dû rajouter d'une unité de mesure. Voilà, pour être totalement précis. Voilà, et au final, on a le cas 5. Ici, c'est un peu, ne soyez pas perturbé, c'est parce que je vais parler de variables qualitatives ici, mais c'est des notions que vous ne pouvez pas échapper aux notions de variables binaires ou de variables indicatrices, en fait, dans les analyses économétriques. Qu'est-ce qu'une variable indicatrice ou une variable binaire? C'est une variable qui prend deux valeurs 1 ou 0. Par exemple, je parle de la variable explicative, de la variable expliquée. Une fois que la variable est binaire, on tombe dans le cas des modèles de probabilité qu'on verra peut-être un peu plus tard, mais que je détaille dans mon livre également. Mais nous sommes dans le cas ici où la variable explicative est binaire. Admettons par exemple que je veux étudier la relation entre, comment on appelle, le fait d'être homme ou femme, ou le fait d'être garçon ou fille, et la note qu'on obtient en économétrie. Voilà. Donc, l'impact du genre sur la note en économétrie. Ça, c'est un modèle linéaire simple, où la variable explicative est une variable binaire, voilà, qui est homme, femme, masculin ou féminin, garçon ou fille, qui prend deux valeurs. Par contre, la variable expliquée, YI, c'est la note en économétrie qui est continue. C'est combien de points j'ai obtenu en économétrie. Donc, on a une variable indicatrice. Je peux prendre une autre variable indicatrice, par exemple. Je prends le cas, vous êtes vous êtes un pays, vous étudiez le PIB des pays européens, par exemple. Voilà.
Et il y a des pays qui sont dans l'Union européenne et des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Donc, vous mettez 1 pour les pays qui sont dans l'Union européenne et 0 pour les pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Quel est l'effet, le fait d'appartenir à l'Union européenne sur la croissance du PIB, par exemple? Ça, c'est une variable qualitative binaire, indicatrice, voilà, donc, je suis dans ce cadre-là ici. Donc, généralement, les variables indicatrices sont souvent, très fréquemment utilisées comme variables explicatives dans les modèles économétriques. Voilà. Donc, le 5e cas cherche un peu à capturer ce scénario. Maintenant, le modèle va se présenter comme ceci. À l'apparence, rien n'a changé, mais il faut tout simplement dire que XI est indicatrice en fait. Et ici, parce qu'il prend la valeur 0 pour certains individus de l'échantillon et 1 pour d'autres valeurs. XI, mais YI reste continu et reste quantitative, on va dire. Que ce soit binaire, que ce soit discrète ou continue, ça c'est autre chose. Mais YI elle doit être quantitative. Discrète ou ça n'a pas d'importance pour le moment que ce soit discrète ou continue. Mais dans l'économétrie avancée, on pourra faire la différence, mais à ce stade, on veut simplement que YI soit variable quantitative. Voilà. Donc, XI est appelé variable binaire ou variable indicatrice, encore une fois. Le caractère binaire de la variable X permet de scinder l'échantillon en 2 sous-groupes distincts. Les individus portant la valeur 0 et les individus portant la valeur 1. C'est ce que je viens d'expliquer, hein. Donc, je me répète. Mais ce qui est important, c'est que la distinction de XI entre 2 sous-groupes, dans ce cas, le coefficient bêta 1, la signification, c'est tout simplement la différence de moyenne de la variable Y entre les 2 sous-groupes. C'est là où bêta 1 change complètement de signification. Parce qu'on était dans tout à l'heure l'effet partiel, élasticité, de combien varie Y en pourcentage, etc. Mais une fois que XI devient une variable binaire, bêta 1 devient tout simplement une différence de moyenne entre les 2 groupes. Par exemple, je reprends le cas de les relations entre le genre et la moyenne en économétrie. Une fois que j'ai estimé ce modèle et la note, je reprends mon modèle, la relation entre le genre et la note obtenue en économétrie. Donc j'estime le modèle, je trouve YI égale bêta 1 fois XI, où XI, ça peut être homme ou femme, voilà, 1 ou 0, etc. etc. Et je trouve, quand je trouve, admettons, je suppose que 1, c'est pour les garçons, et 0, c'est pour les filles. Et quand je trouve bêta 1 chapeau, voilà. Donc, bêta 1 chapeau signifie dans ce cadre-là la différence de moyenne de notes entre les garçons et les filles, tout simplement. Et si je prends le cas du PIB, par exemple, et les pays européens, extra-Union européenne et Union européenne, je mets 1 pour les pays de l'Union européenne et 0 pour les pays hors de la zone Union européenne. Donc, bêta 1, ça correspond à la différence de PIB ou la différence de croissance entre les pays de l'Union européenne et les pays hors Union européenne. Donc, c'est la différence de moyenne de la variable Y entre les 2 sous-groupes représentés par la variable indicatrice. Voilà. Maintenant, une fois qu'on est d'accord sur ce principe, comment interpréter maintenant lorsque bêta est un positif ou bêta 1 chapeau est négatif? Je parle toujours de bêta 1 chapeau, hein, voilà. Même si parfois je plie de parler de chapeau, mais pardon, je parle bien de bêta 1 chapeau. Lorsque bêta 1 chapeau est positif, ça veut dire que les groupes pour lesquels la valeur indicatrice prend 1 ont une moyenne supérieure aux groupes qui ont la valeur XI égale à 0 de cette valeur bêta 1. Je ne sais pas si vous me suivez très bien en fait. Si je dis par exemple, j'estime l'équation entre la note d'économétrie et le genre garçon ou fille, où 1 c'est pour les garçons et 0 pour les filles, quand je vais trouver bêta 1 positif, ça veut dire qu'en général, les garçons ont une note moyenne supérieure aux filles en économétrie. Ça veut dire que bêta 1 chapeau est positif. Par contre, si bêta 1 chapeau est négatif, ça veut dire que la moyenne
des garçons est plus faible que la moyenne des filles en économétrie. D'ailleurs, je prends un cas très concret qui est très emblématique. Hein. C'est l'équation de revenus, par exemple, entre les hommes et les femmes. Admettons, je veux analyser l'impact du genre sur le revenu ou le salaire mensuel. Voilà, c'est le salaire ou le taux de salaire horaire, par exemple. Ou XI, c'est la variable explicative genre qui prend 1 pour les hommes et 0 pour les femmes. Donc, j'ai un échantillon constitué de femmes et d'hommes. Admettons, voilà. Et j'estime... je fais l'estimation du modèle YI égale bêta 0 chapeau plus bêta 1 XI, où YI est le revenu ou le salaire et XI est le genre. En général, on trouve bêta 1 chapeau supérieur à 0. Ça signifie que en moyenne, les hommes ont un salaire moyen supérieur au salaire moyen des femmes. C'est ce que ça signifie en fait. Et d'ailleurs, c'est économiquement prouvé qu'en moyenne, les hommes gagnent plus que les femmes en termes de salaire horaire, en termes de revenus, etc. Et par contre, si je prends un cas spécifique, par exemple, j'étudie le salaire moyen selon le genre dans la mode. Je prends le cas de la mode. Voilà, le stylisme mode, etc., et mannequinat, etc., et j'étudie l'effet du genre sur le salaire moyen, 1 pour les hommes et 0 pour les femmes. Je trouve bêta 1, les études trouvent que bêta 1 chapeau est négatif. Ça veut dire qu'en moyenne, le salaire moyen des hommes est inférieur au salaire moyen des femmes dans le domaine de la mode. Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur cette interprétation. Donc, l'interprétation de bêta 1 a complètement changé suivant que XI est devenu une variable binaire, en fait. Voilà. Et il faut savoir à quel groupe vous attribuez 1, à quel groupe vous attribuez 0. Dans le groupe auquel vous attribuez 1, si la valeur est positive, ça veut dire que la moyenne est supérieure dans ce groupe. Et quand le bêta 1 est négatif, ça veut dire que la moyenne est inférieure dans ce groupe. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à l'interprétation de bêta 1 dans le cas où la variable x est qualitative binaire. Encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'une variable qualitative, qu'est-ce qu'une variable binaire, etc., etc. Essayez de revoir la vidéo 2 pour plus de détails sur... voilà, les premières vidéos sur la chaîne sont vraiment là pour vous donner les bases. Ils sont, même si vous les apprenez pas, vous les voyez pas parce que vous pouvez tomber sur cette vidéo dans n'importe quel contexte. Hein. Mais si votre but est vraiment de maîtriser toutes les, c'est quoi en tout cas c'est moi mon but. C'est-à-dire que vous commencez par la base et vous suivez la logique de la chaîne jusqu'à aujourd'hui. Et je suis sûr que tous qui ont suivi assidûment les cours et qui ont répété effectivement sont à l'aise sur l'ensemble de ces notions statistiques avant d'aborder ces notions qui sont plus ou moins complexes quand même en économétrie. Et si vous n'avez pas compris les notions que je viens de vous expliquer encore, n'hésitez pas à poser des questions et je vais vous répondre avec grand plaisir. Donc pour finaliser effectivement l'interprétation du K5, la différence de moyenne va s'exprimer, voilà, c'est l'espérance de YI lorsque X égale à 1, moins l'espérance de YI lorsque X égale à 0. Donc, c'est vraiment la différence de moyenne entre le groupe qui a X égale à 1 et le groupe qui a X égale à 0. Et encore une fois, quand bêta est positif, ça veut dire que le groupe qui a X égale à 1 a une moyenne supérieure. J'utilise le mot moyenne ici, en fait. Je ne dis pas que les hommes ont un salaire supérieur au salaire des femmes. Je dis que le salaire moyen des hommes est supérieur au salaire moyen des femmes en général, mais que dans la mode, puisque mon coefficient va être positif, mais que dans la mode, mon coefficient va être négatif, ça veut dire que le salaire moyen des hommes dans la mode est inférieur au salaire moyen des femmes dans la mode. Donc, il faut raisonner en termes de moyenne de YI, pas en niveau de YI. Dire que le salaire des hommes est inférieur au salaire des femmes en disant bêta 1, c'est faux. En fait, il faut dire la moyenne de YI est
inférieure ou supérieure à la moyenne de YI. Chez les hommes, sur le groupe où X égale à 1, ou le groupe égale X égale à... J'espère qu'on est d'accord. J'essaie d'interpréter les choses de manière très rigoureuse pour ne pas que vous interprétiez. Parce qu'en fait, ce qui arrive très fréquemment, que ce soit dans les publications, etc., une mauvaise interprétation, c'est-à-dire le chercheur... généralement, le chercheur prend le temps de bien mettre les guillemets dans les interprétations pour bien interpréter les chiffres qu'il a obtenus. Mais bon, malheureusement, dans le sens commun, avec les raccourcis, etc., utilisation, moi j'utilise le terme le salaire moyen, celui qui veut aller vite, il va dire le salaire des hommes. Alors que dire que le salaire moyen des hommes est supérieur au salaire moyen des femmes n'est pas la même chose que dire que le salaire des hommes est supérieur au salaire des femmes. Mais bon, après, en attendant, pour aller vite, on est dans la culture de la rapidité de l'instant. Donc parfois, on ferme les yeux sur ces raccourcis, mais qui sont fondamentalement faux en fait. Voilà, c'est pour ça l'économétrie demande de la rigueur dans l'estimation, mais aussi dans l'interprétation des chiffres qu'on obtient. Voilà, et c'est la démarche quand même du chercheur, de tout travailleur rigoriste. Voilà ce qu'on peut dire. Quand on prend un exemple, je pense que j'en ai suffisamment parlé déjà. Bêta égale 2,5. Dans ce contexte-là, ça veut dire que la moyenne de la variable Y est plus élevée dans le groupe 1 que dans le groupe 0. La différence de moyenne est justement égale à 2,5. Bêta est toujours la différence de moyenne. Quand elle est positive, elle est en faveur du groupe 1, et quand elle est négative, elle est en faveur du groupe 0. Voilà, grosso modo, ce que je pouvais vous dire par rapport à l'interprétation des coefficients du modèle linéaire simple. Voilà, après l'estimation des paramètres, encore et toujours, je vous renvoie à ce livre que j'ai écrit justement sur l'économétrie et qui peut être une aide précieuse pour celui qui veut progresser, qui veut avoir les bases solides en économétrie justement avant d'attaquer les notions plus avancées. Mais j'estime avoir mis dans ce document tout ce qu'il faut pour bien commencer en économétrie avec tous les outils, les détails statistiquement, économiquement, économétriquement. Donc je vous recommande vivement ce livre si vous avez la possibilité de vous en procurer. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais vous présenter justement à la suite de cette interprétation comment calculer la précision des estimateurs. Parce que on a estimé les paramètres, mais il se peut que les paramètres soient biaisés, etc., avec des biais. Donc, une estimation biaisée encore est encore plus dangereuse qu'une estimation, une fausse estimation en fait. Donc, quand on estime un paramètre, il faut savoir évaluer sa précision, etc. Et dans la prochaine vidéo va être consacrée à l'évaluation de la précision des estimateurs, mais aussi à la qualité des estimations. Donc, à très bientôt pour la prochaine vidéo.